pour investir sur BFM Business. C'est l'heure de l'édito crypto. Pour vous qui êtes investi en crypto-monnaie ou pour vous qui êtes simplement observateur, parfois critique ou enthousiaste de ce qui se passe dans cet univers, Enzo Allo est avec nous. Bonjour Enzo. Bonjour Lorraine. Vous êtes fondateur de Crypto Patrimoine. Avec vous, on fait le point crypto hebdo. Qu'est-ce que ça donne du côté du Bitcoin en ce vendredi 25 avril? Qu'a fait le Bitcoin en cette semaine? Plutôt une bonne reprise, on va dire. Depuis 15 jours, un bon appel d'air qui s'est passé. Donc depuis exactement 3 jours, donc Bitcoin sur 7 jours, c'est 10%. Et sur 14 jours, 15%. Donc c'est plutôt, comme je vous disais, une belle reprise et surtout une surperformance par rapport aux reprises des grands indices boursiers internationaux comme le S&P 500 ou comme le Nasdaq, qui lorsque Bitcoin fait plus 10% aujourd'hui, le S&P en fait 5%. Donc on a encore une fois, on en parlait la dernière fois, un peu cette décorrélation, je pense, qui est liée vraiment au fondamental de Bitcoin. Cette fois-ci, on a quand même une reprise côté, on va dire, token classique, en plus de Bitcoin. Donc, assez intéressant quand même de voir une belle reprise. Bitcoin qui évolue actuellement autour des 93 800 $. Vous nous avez dit, avec d'ailleurs des belles journées cette semaine, vous nous dites que ça vous rappelle début janvier. Oui. Alors pour ceux qui n'ont pas de mémoire de ce qui s'est passé début janvier, que s'est-il passé début janvier? On était encore un petit peu sur la ferveur suite à l'élection de Donald Trump mi-novembre, début novembre. Et donc, on a eu une explosion de la valorisation de différentes crypto-monnaies, dont Bitcoin. Et en fait... donc 22-23 avril cette semaine, on est à peu près sur les mêmes niveaux d'investissement dans les ETF, dont celui de BlackRock que nous avions début janvier. Donc, on a eu 2 journées d'investissement à 912 et 917 millions respectivement d'investissement en dollars. Hier, on était à 500 millions environ. Donc, on est à peu près sur les mêmes niveaux que ce qu'on avait début janvier. Je crois que c'était le 8-9 à peu près. Et on est dans le top 10 des meilleures journées depuis le lancement de ce genre d'ETF. Bon, Enzo, on va faire un petit top 3 et un down 3 des cryptos que vous surveillez. J'aimerais des nouvelles du même coin de Trump, dont on a beaucoup parlé, vous savez, ces coins que Donald Trump et sa femme ont promu, porté, soutenu au moment de l'élection. Ça devient quoi? Il y a eu quelques rebondissements, figurez-vous, cette semaine, puisque Trump a annoncé, fin de compte, que pour les 220 plus grands détenteurs de son jeton, ils auront l'occasion d'être invités à un grand dîner de gala pour pouvoir un petit peu réseauter. Donc là, ça rappelle également un petit peu ce que font les Bored Ape Swap, donc c'est-à-dire tous ces NFT, on va dire communautaires, qui permettent, lorsqu'on les détient, d'être invités à des soirées. En fait, c'est une carte de membre pour club ultra riche, en fait. On peut le décrire un petit peu comme ça. Effet directement sur le cours du token, plus 62% en 7 jours. Alors, on est toujours largement en dessous des prix maximum, parce que c'était à peu près $60, il me semble. On est à peu près 6 à 7 fois moins capitalisé qu'au lancement. Donc, ça reste quand même, pour l'instant, largement en dessous. C'est un top, mais plutôt un down, en fait. Alors, oui, en fait, ça dépend d'où on regarde. La semaine prochaine, ce sera probablement un down. C'est tellement volatile, ce genre de token. Tout est tellement spéculatif sur ce genre de choses qui n'ont pas de valeur intrinsèque, hormis purement la confiance qu'on veut bien donner dans ce genre de token. Il faut vraiment le prendre comme ça. Ouais. C'est plutôt des tokens de spéculation. Fun, voilà, ce qui est normalement avec la finance un petit peu. Je vous laisse différent. utiliser le mot fun, je vais utiliser le mot spéculation. Parlez-nous d'infrastructure, parce qu'il y a des blockchains qui peuvent être associés au terme infrastructure. Est-ce qu'on est sur quelque chose de plus solide? Alors, en tout cas, dans la proposition de valeur, oui, très clairement. Des blockchains d'infrastructure, comme je les appelle, c'est des blockchains qui généralement proposent la construction de smart contracts, donc de pouvoir développer différentes applications sur leur propre réseau. Il y en a 2 autres qui cartonnent aujourd'hui, depuis le 7 jours. C'est SUI, la première, qui est une blockchain d'infrastructure. SUI. Exactement, qui est similaire un petit peu à Ethereum. La 3e, plus notable, on va dire, c'est Artificial Super Intelligence Alliance. Alors, on est, je pense, un petit peu dans ce qu'on avait au début des années 2000 avec les .com, qui est qu'aujourd'hui, il suffit de mettre intelligence artificielle ou ce genre de mots pour pouvoir récupérer beaucoup d'actifs. Alors, ce projet-là, c'est une association de Fetch AI, qui est donc une application liée à de l'intelligence artificielle, SingularityNet, Ocean Protocol, qui est une vieille, enfin en tout cas une plutôt ancienne crypto-monnaie, et Kudos, qui se regroupent pour en fait fusionner et créer une nouvelle crypto-monnaie liée en fait à
en espérant en fait s'exposer au maximum au secteur de l'intelligence artificielle, plus 51% sur 7 jours. Moi, j'aimerais mettre en garde surtout les personnes qui souhaitent investir dans ce genre de projet. C'est pas parce qu'on met intelligence artificielle dans le nom de sa société qu'on va faire de l'intelligence artificielle et pas juste un petit peu de code complexifié plus qui va donner l'impression qu'on a automatisé des choses. Donc attention à pas juste investir sur le nom, mais regarder un petit peu ce qu'il y a en dedans. Et pour l'instant, il n'y a pas grand-chose, très clairement. Voilà, cette alliance, évidemment, autour du terme magique de intelligence artificielle. On passe en revue l'actualité de l'entreprise PayPal. PayPal qui lance une offre. Qui va trembler? C'est ça. Alors, quand aujourd'hui les banques françaises sont encore timides à rentrer sur ce principe-là, on va dire qu'aux États-Unis, ils se sont déjà retroussés les manches. Donc, PayPal va lancer une offre de rendement, en fait, si vous voulez. Alors, c'est similaire à du livret A, mais il ne faut absolument pas comparer ça à du livret A. D'abord parce que vous allez avoir des protocoles informatiques qui vont être utilisés pour générer ces rendements. Donc, ils vont proposer 3,7% de rendement sur leur stablecoin, donc le PYUSD, donc PUSD, donc le PayPal USD. Vous avez tout d'abord un risque. Est-ce que vous pouvez être plus spécifique sur quand on dit PayPal lance son offre l'offre et la proposition, c'est quoi en fait? En fait, ils vont vous permettre de pouvoir, via leur stablecoin, proposer d'investir comme sur un livret A. Donc, vous avez vos euros, vos dollars, etc. Vous les changez en PUSD. Et sur l'application PayPal, vous allez avoir un compte qui va vous permettre. Tout crypto. C'est ça, c'est comme de l'argent en euros, enfin pas pour nous. Ou même du Bitcoin, je veux dire. Vous avez des Bitcoins, vous voulez générer le rendement que va vous proposer PayPal sur cette application. Vous allez transférer vos. En fait, ça va marcher que dans leur stablecoin. Pour eux, c'est un excellent moyen de récupérer beaucoup de liquidités. Et donc, vous allez récupérer votre rendement. Ce qui est totalement différent du livret A qui a des taux qui sont là décidés par la Banque Centrale Européenne, etc., etc. Là, en fait, c'est complètement à la discrétion de PayPal. Donc, c'est-à-dire s'ils ont besoin de liquidités, ils vont pouvoir booster les taux. Plutôt la caisse des dépôts pour le livret A. Pardon, voilà. Et à l'inverse, s'ils ont assez de liquidités, pourront le diminuer un petit peu. Il y a en revanche un risque qui est lié à la technologie pure de ce stablecoin. On a vu des stablecoins un petit peu se casser la figure, etc., comme Lunaterra à l'époque. Et également sur le risque de protocole informatique qui va générer ce genre de rendement. Donc attention à ne pas confondre ça avec du monétaire. On n'est pas sur de l'euro et du dollar. On a une petite couche de risque en plus, un petit peu de rendement en plus. PayPal. Bon, j'imagine que ça ne s'adresse pas au marché européen. Si, bien sûr. Oui. De toute façon, PayPal international, pour le coup, c'est accessible par leur application dont j'ai perdu le nom, PayPal quelque chose. Malheureusement, je suis navré, j'ai plus le nom en tête. Parce que je veux pas être cynique, mais qui utilise PayPal comme banque en Europe? À moi, par le coup, bien sûr. Ouais, mais vous êtes un crypto guy, vous voyez, donc. En fait, c'est assez pratique tout de même quand vous faites des achats sur Internet de pouvoir plutôt que à chaque fois rentrer vos cartes bancaires. Nous, c'est une de vos banques. C'est ça, bien sûr. En revanche, oui. En revanche, pour les paiements sur Internet, je pense que c'est ce qu'il y a de plus sécurisé, plutôt qu'à chaque fois rentrer sa carte bancaire sur un site marchand, d'avoir sa carte bancaire une seule fois sur PayPal et se connecter via PayPal, évite de à chaque fois divulguer ses informations bancaires sur l'ensemble des sites Internet. Donc, un peu plus de sécurité quand même. Bon, si vous aussi vous avez un témoignage d'utilisation de PayPal, j'ai pas d'action PayPal, je vous rassure. Écrivez-moi, racontez-moi votre cas d'usage, votre expérience utilisateur de PayPal. Merci beaucoup Enzo Halo pour cet édito crypto. Je ne sais pas s'il nous reste des auditeurs, parce que c'était un peu complexe ce que vous avez raconté, mais très intéressant parce que vous nous aidez chaque semaine à décrypter cet univers crypto. On vous retrouve en podcast et en replay sur notre site et notre application.